Non, je te remercie infiniment pour cet exposé qui est extrêmement original, personnel et nourri de connaissances, de faits, d'allusions. Peut-être le reproche que je ferais, c'est justement d'être trop serré parce que tu as passé sur une quantité de choses où un certain nombre de points dans la théorie de Deleuze en particulier auraient dû être un peu étendus ou détendus de façon à ce qu'un public qui n'est peut-être pas particulièrement informé des différents ouvrages, ni de la théorie deleuzienne, ni même des œuvres artistiques auxquelles tu fais allusion, a peut-être à ce moment-là de la difficulté à te suivre exactement. Si je résume, si je me permets de résumer la leçon générale, c'est au fond que tu opposerais à cette théorie de l'art pictural en particulier, de l'art en général, puisqu'il s'agit aussi du cinéma, mais qu'il s'agit par allusion aussi de la musique ou de la littérature, tu reprocherais à cette critique d'être littéraire. D'être littéraire, c'est-à-dire de substituer à des points clés importants, on ne peut pas l'appeler malgré tout une autre façon, le fonctionnement ou la logique propre, mais le mot logique aussi est littéraire, disons plutôt donc le fonctionnement propre de l'activité artistique du peintre, on décide de substituer à ce fonctionnement spécifique quelque chose qui est emprunté à des notions littéraires, donc de faire de la littérature sur l'art, plutôt que de voir quels sont les procédés de l'art lui-même. C'est là un reproche qui est pertinent et qui est intéressant, qui a été posé d'ailleurs, qui a été suggéré d'ailleurs par Deleuze lui-même, puisqu'il dit qu'il faut lire les écrits des peintres. On ne lit pas assez les écrits des peintres, et je signale que dans ce domaine, par exemple, tu n'as pas parlé beaucoup de Van Gogh, qui a énormément fait d'écrits dans ses lettres, soit à son frère, soit à d'autres comme Van Rappard, par exemple, où il parle précisément des couleurs, où il parle des préoccupations qui sont les siennes, à la fois sur le plan de sa vie personnelle et sur le plan de ses tableaux, et qui ont été étudiés d'une façon très intéressante par Jean-Clé Martin dans un ouvrage consacré il y a quelques années à Van Gogh, précisément. Ou alors de Cézanne aussi, qui a parlé beaucoup de lui-même, puisque tu le sais fort bien. D'ailleurs, mais peut-être puisque tu as parlé de la vérité en peinture de Derrida, mais peut-être que là aussi, il faut ou de la Croix aussi, il a fort bien parlé dans son journal de ses préoccupations de peintre dans des optiques différentes. Quand tu n'as pas fait état d'œuvres comme Kandinsky, le spirituel dans l'art, tu sembles considérer que la théorie de l'art de Klee est littéraire. Ce qui est curieux, puisque Klee enseigne au Barros, et que quand même ce n'est pas en tant qu'écrivain qu'il a enseigné, c'est qu'en tant que plasticien qu'il a parlé de la ligne. Donc là, c'est un peu mystérieux qu'à la fin, tu dises pédagogique de Klee, puisque j'ai ton texte, les fictions narratives, comme celles qui illustrent
des écrits pédagogiques de Clé, la ligne de la colline et du bateau. Vous donne des exemples. Est-ce que c'est des fictions narratives ou est-ce que ce sont des procédés de dessinateurs? On n'a pas besoin de parler d'une ligne, parce qu'il décrit la ligne comme un écrivain décrirait une ligne, en décrivant quand même, en nous renvoyant, non pas à une perception équilibrée propre à la ligne, mais une ligne qui déjà figurerait un cheminement, etc. Mais justement, c'est peut-être que de l'aide à emprunter cette notion de force, puisque la ligne de Clé est dynamique. Il la représente dans son écrit, ses écrits sur l'art. Il met des flèches d'ailleurs, qu'il introduit. Il introduit bien du littéraire, puisque mais le littéraire, par exemple, dans l'introduction des lettres, je sais pas, le R, le K, n'importe quoi dans les tableaux, que Clé a utilisé, d'autres aussi. Je ne sais pas, Rauschenberg, je sais pas, il y en a d'autres qui ont utilisé la lettre. On est loin de... Que devient cette des lettres chez Braque, justement, les lettres chez Braque. C'est vraiment pour créer, c'est pour écrire un accent, il le dit lui-même. C'est pas pour faire du sens dadaïste. Les dadaïstes ont se précipité là-dessus. Mais eux, dans leur aplat de papier découpé, ou dans leur reproduction au pochoir même d'une écriture de journaux, c'est les premiers à avoir fait ça. Et ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait pour densifier la composition, pas pour créer une évocation poétique d'un monde comme ça, de journaux froissés, de pipes et de méditation poétique. Mais justement, peut-être que ça fait dedans, mais c'est pas leur propos. Peut-être que tu ne tiens pas assez compte des dogmatismes extravagants, je dois dire, que j'ai rarement vu, parce que tu ne tiens pas assez compte des ambiguïtés, des choses qui jouent sur des doubles tableaux des sciences, ou précisément des passages, ou des entrelieux ou des devenirs, par exemple. En fait, je dis des dogmatiques. Donc, j'appelle dogmatique. Je recadre. Le fait de dire je sépare quelque chose et j'exclus quelque chose d'autre. Et quand tu parles du papier collé ou du journal collé, il y a justement ce double jeu qu'on voit très bien chez Braque, chez Picasso, quand ils ont introduit celle-là, je ne sais pas si c'est l'un ou c'est l'autre qui l'a introduit, c'est-à-dire qu'on joue à la fois sur le fait que ce sont des journaux, mais à la fois aussi sur le fait qu'on les traite uniquement dans leurs éléments formalistes. Donc on ne se préoccupe plus que ce soit du journal, ça peut être aussi bien que je réclame. C'est des accents les lettres. Dans Ernst, c'est un peu différent d'ailleurs, parce qu'il joue davantage sur les sens et les oppositions, mais tu as l'air d'être... C'est des accents graphiques, ils l'ont dit, c'est des accents graphiques. Oui, c'est ça. Ils sont obligés de faire ça. Je m'arrête donc, C'est sûr, c'est bien qu'en composition, à un moment donné, était proche d'une dissolution. Donc l'aplat qu'il a introduit comme ça, d'ailleurs dans une maquette gouachée, plutôt dans une peinture, Braque le premier, c'est pour densifier ce qu'ils avaient et maintenir ce qu'ils avaient déjà analysé d'une forme, selon leur registre qu'ils avaient inventé, un registre public donc bien connu maintenant. Mais lorsqu'il introduit lui-même par la suite, et le premier là aussi, un petit élément de reconnaissance justement, d'imitation apparemment, mais c'est aussi un point d'accentuation, on appelle ça accentuer un croquis ou une peinture, faites des accents, pour mieux lire une forme dans ses rapports plastiques, parce que, encore une fois, ce que j'essaie de dégager, c'est aussi un langage de peintre, souvent recouvert par le discours littéraire, parce que les peintres eux-mêmes parlent en littéraire une fois sur deux, il ne faut pas dire plus. Mais que dit Cézanne? Il parle de rapports plastiques. Est-ce que tu connais quelqu'un, dans les théories de l'art les plus variées du XXe siècle, qui a repris la notion de rapport plastique? On est toujours dans l'élémentarisme, et Deleuze ne fait pas exception, c'est-à-dire on voit ça aussi chez d'autres théoriciens, mais quand il dit Clé, il part des éléments picturaux. J'aurais pu faire un exposé uniquement là-dessus, qui varie d'ailleurs. Alors c'est la tâche, c'est le point, c'est la ligne, c'est le plan, ça varie tout le temps, va dégager une fonction plastique à partir de là. Je citerai peut-être une omission également de Delaunay. Delaunay, quand même, a écrit énormément sur la matière, sur la couleur, sur la relation entre la peinture et les théories de Fresnel, etc., sur les contrastes simultanés, sur tout un tas de choses qui quand même occupent une place très importante et qui ne peut pas être considérée comme étant littéraire, mais et de la part d'un peintre incontestable, quelque chose qui est l'établissement
et l'appui d'une théorie de l'art. Comment il en parle? C'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Comment il fait, oui. Delaunay? Delaunay occupe une place quand même importante. Et dans l'histoire également de la couleur et de la signification. Là, lorsqu'on parle de signification, je pense que je mettrai quand même à la base quelque chose de très général, qui est une phrase de Deleuze et Guattari relativement à la peinture et à l'art pictural, que tout son processus, relativement à la signification au sens propre du terme, c'est-à-dire quand on parle de la signification d'une peinture, on parle de ce que ça représente, c'est-à-dire quelles sont les scènes ou les objets ou les scènes historiques, que c'est une activité qui entre dans le cadre très général de la déterritorialisation et que les problèmes qu'il pose sont précisément des problèmes complexes, multiples, qui ne sont pas, chez Deleuze, ne sont pas traités d'une façon dogmatique, je pense, de certaines formes de reterritorialisation que l'on voit en particulier chez Bacon. Là, il y a chez Bacon quelque chose qui parle d'une déterritorialisation incontestable relativement au figuratif, mais qui s'appuie également sur des formes qui ne sont pas celles de tous les peintres, d'ailleurs, puisqu'il y a des peintres, Bacon n'est pas l'unique peintre contemporain, ni historique, mais il y a incontestablement des formes multiples, complexes, de reterritorialiser sur, par exemple, des détournements du tableau comme 1910, je ne sais pas comment il s'appelle, de Velázquez ou d'autres, ou alors son propre visage, ou alors etc., ou celui de ses amis, tout cela, ce sont des entreprises qui ce sont des variations. Donc il a un registre formel, surtout, j'ai essayé d'écrire. Il a un registre formel, c'est un des derniers, on voit très bien ce qui s'est pas. Parce que tu étais contre aussi ce clivage que je faisais, qu'on peut faire encore très nettement, entre Bacon et par exemple Stéphane Grzelski, un homme de support surface. On peut faire un clivage très net entre Magritte et Matisse, entre Chirico et puis Picasso, David. Il y a des gens qui travaillent la forme et d'autres qui travaillent l'image. Étant entendu que et tout le monde travaille le sens, mais il y en a qui sont spécialisés dans la vie et le sens. Un peintre peut être totalement indifférent d'un premier temps au sens et à la vie, mais qui est en dehors de la vie et le sens. La vie et le sens passeront de toute façon. Ils seront même certainement tout à fait présents dans un travail de pure plastique. Mais ce que tu pointes comme un dogmatisme, tu sais qu'il y a un dogmatisme qui est très fort aussi de l'autre côté. C'est dans la mesure où, encore une fois, on peut très bien estimer que ce qui est représenté maintenant avec une coupure dadaïste ou du champisme aujourd'hui, c'est presque tous les autres arts. On a abandonné une recherche formelle. Des gens comme Bacon finissent par être très isolés. Il n'y a plus beaucoup de création de registres formels. On vit encore très largement sur des inventions cubisme et abstraites géométrisantes dans l'architecture et dans les arts déco. Donc il y a aussi l'art déco aussi qui a suivi. Mais c'est quand même frappant de voir à quel point une certaine architecture dite déconstructiviste reprend en fait le registre de l'architecture constructiviste qui, elle, avait avorté pour cause de stalinisme. Et c'est un registre, en fin de compte, formel, qui est une grande invention du début du XXe siècle. On n'en est pas vraiment sorti, parce que c'est une très grande richesse, évidemment. Mais il n'y a pas eu, depuis 40 ans ou 50 ans, je crois. Oui, mais pourquoi aussi? Qui prend la place? C'est le Popard. Le Popard lui-même n'a même pas de projet formel. Il a un projet peut-être critique de la société, mais on peut en douter. Il a un projet artistique, très certainement, mais il ne s'inscrit plus dans l'histoire des formes. Si on ne fait pas, si on ne voit pas ce problème-là, qui est un problème, comment dirais-je, très prégnant maintenant, à mon sens, par rapport à la FIAC, par rapport à ce qui s'achète à l'échelle mondiale, et moi-même qui suis un peu confronté en tant que peintre et à la Fondation Mag aux vedettes de l'art contemporain, qui sont presque tous des pop-artistes. Il y a des gens qui vont créer une image, préparent leur image et préparent les effets. Ce sont peut-être des affects, des percepts, c'est jamais des rapports plastiques. Parce que là, une codification complète, ils choquent dans la représentation, ils vont mettre justement, alors là, littéralement, parce que là, on a bien vu, une bouche qui devient un anus, bon, moi je veux bien, mais c'est peut-être pas tellement le propos de l'école, on peut le dire, enfin, à mon avis, c'est pas tellement. Par contre, on l'a fait littéralement, depuis. Mais c'est idiot, parce que bon, on peut le faire littéralement, c'est très bien, c'est une image qu'on peut faire, mais ça n'apporte rien à l'histoire des formes. Vous mettez
On met un sexe en érection à la place du nez, on met un anus ou un vagin à la place d'une bouche d'enfant, ça ne fait pas avancer le film biblique. Hein. C'est bien, ça peut provoquer, mais évidemment ça ne provoque plus personne, sauf de quelques ligues de vertu. Mais où est l'apport plastique dans cette affaire? Il n'y a plus d'invention formelle. Alors ce qui est plus grave, c'est qu'on oublie complètement la recherche des formes. On oublie la recherche des formes. Mais quel est le rapport avec Deleuze? Deleuze est pas... Quel est le rapport? Oui, d'accord, vas-y, c'est bien. Mais quel est le rapport avec Deleuze? Enfin, je veux dire, Deleuze n'est pas du côté de cet art que tu sembles... Si, je joue sur les tables. Bah si, j'ai donné deux exemples. Attends, faut pas... Et alors tout à l'heure, bon, moi je peux pas parler d'art parce que j'y connais rien et que je suis en pleine découverte. Mais là, il se trouve que sur Dailymotion ou sur YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en ligne un cours de Deleuze. Vous le saurez certainement mieux que moi, où il parle justement de l'art, où il commence avec ses étudiants à réfléchir sur l'art. Et quand tu dis tout à l'heure que Deleuze n'y connaît rien en peinture, mais il le dit lui-même qu'il n'y connaît pas grand-chose. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'il commence son cours en disant « je n'y connais rien ». Vraiment, voilà, je ne connais pas grand-chose. Et alors après, ça part dans tous les sens, et là tu t'aperçois qu'il a effectivement, peut-être ses peintres, peut-être, mais Deleuze de toute façon a ses philosophes, il a aussi ses peintres, et c'est un discours, encore une fois, d'une modestie, et pas du tout un discours surplombant. Moi j'ai l'impression quand même que Deleuze, mais là encore je suis pas spécialiste, et je parle davantage avec ce que je sens, ou du peu que j'ai lu de Deleuze, mais il me semble bien que Deleuze, encore une fois, va essayer... Alors, un discours littéraire, je ne crois pas, certainement pas. D'abord, c'est un philosophe, donc c'est pas un littérateur. Et il me semble que Deleuze essaie, puisqu'il est philosophe, de sortir l'art d'un discours qui a été tenu par une certaine philosophie et qui a justement... un petit peu mépriser l'art au profit de sa supériorité. Bon, c'est tout con ce que je dis, c'est rien de... Enfin, Oui, il me semble, quoi, vraiment. Vraiment. Bon, d'abord, il est très littéraire, il a même voulu être non, écrivain. Non, il n'est pas littéraire, il est philosophe, littéraire. À ce moment-là, si c'est le grand mélange, si la philosophie, c'est la littérature, si la littérature, c'est la peinture, allons-y. C'est pour la lucidité de ce qui est retransmissible. Si tout le monde parle ensemble... Là, je te réponds, je laisse la parole tout de suite après. Enfin, je veux dire, là, je tiens... Tu as avancé trois choses qui paraissent tout à fait... Un minimum d'ordre, donc c'est moi quelqu'un d'autre qui donne la parole. Je donne la parole à Nathalie qui conclut son intervention, tu lui répondras. Si quelqu'un d'autre a parlé, y compris moi-même, on le fera, mais si l'on parle l'un sur l'autre, il est très contestable. J'allais lui répondre. Personne ne comprendra. C'est pas. Tu avais fini, Nathalie, tu avais fini. Non, oui, non, c'est simplement ça. Bon, encore une fois, j'ai pas du tout un discours de spécialiste et de connaisseuse, pas du tout. J'ai tout à apprendre là-dessus, mais moi, il me semble, moi, je ne peux parler que de moi, quand je vois des tableaux, enfin, je veux dire, le jaune de Van Gogh, c'est le jaune de Van Gogh. À un moment donné, tu dis, il n'y a pas de jaune Van Gogh. Comment ça, il n'y a pas de jaune Van Gogh? En soi, ça veut rien dire. Non, mais ça veut dire quoi en soi? Je ne comprends pas cet en soi. Cette logique de la sensation, c'est aussi ce que l'art nous fait. Ce que l'art nous fait. Et le geste du peintre, c'est ce travail de la peinture, de la couleur qui lui est propre. Un jaune de Van Gogh n'est pas le jaune, par exemple, d'Auguste Renoir. Et moi, en ce moment, je lis beaucoup Auguste Renoir et ses écrits. Franchement, je ne sais pas si Deleuze en a parlé, mais Renoir, il voulait faire quoi? Simplement, vraiment, il parle de force, Renoir. Il parle de rendre la force de carnation d'une femme. Il parle, et il choisissait ses modèles pour... Enfin, ses femmes, il les choisissait, ou plutôt sa femme lui apportait ses modèles, en fonction de cette carnation qu'Auguste Renoir allait essayer de rendre. Donc, enfin, je veux dire... Bon, peu importe, là je parle beaucoup, pas du tout philosophiquement, c'est pas important. Tu sais qu'il y a un mot de Renoir que je n'ai pas retrouvé, qui est terrible, qui est même un mot pour Derrida, explosif pour les philosophes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les impressionnistes, c'est très antilittéraire. Ça, on s'est bien gardé de le reprendre. Qui, quoi? Les impressionnistes étaient très antilittéraires. Absolument, bon, tout à fait. Savoir ce que ça veut dire. Parce que le surréalisme, c'est bien marqué. Alors, que dit Renoir? Il dit la littérature, ennemie née de la peinture.
Oui, attends, je ne sais pas si tu vois. Ennemi né de la peinture, ça veut dire soit un ennemi de toujours, un ennemi fraternel, un ennemi intime, un frère ennemi, enfin, un frère, pas moi, et peut-être un ennemi né de la peinture elle-même, ce qui est tout à fait étonnant. Bon, voilà, ça c'est un débat philosophique. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas de jaune, comment dirais-je, que ce jaune de Van Gogh, il est évident. Mais, encore une fois, quel jaune? Il y a 36 jaunes chez Van Gogh. Alors, bizarrement, on a une unité. Il y a le jaune de Van Gogh. Un jaune des tournesols. Bah, il y a un jaune dans les tournesols. Il y a plein de jaunes de tournesols. En fait, il y a une gamme colorée, si on veut être honnête. Et cette gamme colorée nous saute aux yeux, parce qu'évidemment, le jaune domine. Mais c'est pas le jaune qui domine, c'est la tonalité en jaune, en ocre. Il fait que tout le monde dit le jaune de Van Gogh. Mais c'est parce qu'il y a une dominante jaune. Mais alors, tu refuses quand même un petit peu le langage non spécialiste de Deleuze sur la peinture, c'est ça que tu refuses. C'est le sens commun. Le langage spécialiste, mais il n'est pas spécialiste, il est philosophe. En tout cas, il se permet d'écrire sur la littérature avec son ambition de philosophe, sur la peinture sur l'ambition de philosophe, ce qu'il n'aurait pas fait sur la musique, parce que là, la musique a sa connaissance technique très précise. Sur la musique. Non, pas autant. Il a dit que ça lui semblait une des choses les plus difficiles. Il n'a rien écrit. Et en général, on écrit sur les arts plastiques parce que c'est plus facile. Tout le monde écrit sur les arts plastiques. Hein. Qui n'a pas écrit sur les arts plastiques et sur la peinture? Quel est l'écrivain qui n'a pas écrit sur la peinture? Dis donc, tu traces des autoroutes, hein. Pas la serpent. Mais alors que des gens comme Adorno, qui était musicien de formation d'ailleurs, aussi, savaient de quoi il parlait quand il parlait de musique, évidemment, était d'autant plus méfiant à l'égard de ce qui allait prendre forme comme un tout à l'art, un art qui mélange les genres, mais qui est une loi du genre, à mon avis littéraire, encore une fois, d'œuvre totale, de recherche de l'œuvre totale, légitime pour un poète, encore une fois totalement légitime, et qu'on oublie comme une spécificité du poète. Et quand tu dis qu'un philosophe n'est pas littéraire, mais je ne connais pas un philosophe de formation littéraire qui ne soit pas, au fond de lui, soit un poète rentré, soit un romancier rentré, d'ailleurs ça le démange, ça ressort toujours dans son œuvre, et sa sensibilité littéraire est suffisamment grande pour que l'art littéraire en général soit sa référence comme art, et quantitativement, et qualitativement. Et Deleuze ne fait pas exception. Et ça se comprend, ça me paraît légitime. Et parce que, d'une certaine manière, on est plus formé en littérature, modestement, parce qu'on a tous été à l'école pour apprendre un peu à apprécier des textes dits littéraires, et on a continué. On a très peu de formation plastique, d'autant plus cette formation a connu une révolution qu'aucune autre forme d'art n'a connue, dans son enseignement et ses murs en porte-témoignage, qu'on appelle les arts plastiques, et qui tiennent compte des révolutions esthétiques les plus radicales, et parfois même les plus dogmatiques, au point de liquider purement et simplement la bonne vieille peinture au nom d'une critique du passéisme, au nom d'une critique de la convention, de la tradition, alors que les autres arts, y compris les plus radicaux des années 60, les telkélistes qui ont supprimé, que je sache, plus d'une fois un certain nombre de règles de syntaxe, en tous les cas la ponctuation, sont revenus très étrangement à la ligne, si je puis dire, et sont revenus à une forme d'écriture qui pourrait paraître, après coup, très convenue. Mais là, dans l'enseignement des arts plastiques, on n'a pas ça en philosophie, dans une formation pas traditionnelle, mais classique. Nos philosophes, nos grands philosophes, nos chers grands philosophes, n'ont pas d'ailleurs ce problème-là. Il y a une continuité entre la formation éternelle depuis Platon, renouvelée justement avec une réinvention extraordinaire, et puis nos philosophes contemporains. Mais la continuité se fait. En art plastique, il y a rupture. Et encore une fois, Klee et Kandinsky, si tu lis bien les lignes point surface, enfin, le spirituel dans l'art également, on est très étonné de voir que lorsqu'il parle du point, et pour nous faire sentir la beauté plastique d'un point, enfin, ce qu'il n'appelle pas beauté, il parlera de résonance intérieure au point lui-même, il va falloir le regroupement d'un point, il faut le sentir comme un ensemble de pas. Et de pas d'une danseuse. On n'avait pas besoin de cet exemple-là. Pour nous faire sentir plus fortement un jeu de points et de lignes, c'est des abstraits pourtant. Je te réponds par rapport à tout à l'heure, oui. Et surtout pour rebondir par rapport à ce que disait René. En fait, là, pour revenir à ce que tu disais sur Renoir, effectivement, quand il dit ça, mais il faut toujours se poser la question du sens des termes. Quand effectivement Renoir dit ça, c'est parce qu'il y a une espèce de... Et là, du coup, ça serait peut-être assez intéressant pour nous, c'est qu'il y a une espèce de psychologisme. En fait, quand Renoir s'attaque à la littérature en disant, en gros, la littérature fait beaucoup de mal à la peinture, il faut que... Bon, voilà. Il y a une sorte de psychologisme de la peinture que Renoir refuse absolument. Voilà, ça je crois, enfin en tout cas, je lance quelque chose comme ça, je ne l'ai pas travaillé à fond, c'est du peu que j'ai lu.
Bon, quant à la musique chez Deleuze, effectivement, n'a jamais écrit sur la musique, mais ce que l'on sait, c'est qu'il en écoutait énormément et qu'il disait, d'ailleurs moi ça m'intéresse, parce que François Châtelet disait la même chose, c'est que ça lui semblait à Deleuze, et Châtelet dira de même, que ça semblait très très difficile d'écrire sur la musique. Vraiment très très difficile. Quand tu dis tout le monde a écrit sur la peinture, c'est pas la question. La question c'est comment on a écrit sur la peinture en philosophie à partir d'un certain moment. C'est toujours la question de l'histoire. On peut dire ce qu'on veut. Bon, mais je crois que tu es très... Voilà. Non, c'est une question de déterritorialisation, comme disait René. Il a absolument raison. Voilà. Alors après, que le philosophe ne soit pas un spécialiste en peinture et en musique, bien sûr, comme le dit très simplement Deleuze, il a déjà tellement de travail à faire en philosophie. Mais en quoi il n'aurait pas le droit, justement, de dire quelque chose sur la peinture? Ça serait quoi, ce truc? Apparemment, il a pris le droit de l'écrire. Encore une fois, je n'empêche personne, mais j'essaie de voir ce qui a été fait. J'essaie de voir ce qui a été fait. On ne va pas se mettre à genoux parce que Deleuze est sur la peinture. Là, tu défends Deleuze, très bien. Mais oui, parce qu'il est injustement attaqué en plus, sans problématiser les choses. Très rarement, même jamais. Et la plupart des plasticiens sont tellement contents d'utiliser les philosophes, c'est même une spécialité de la formation des gens d'art plastique. Tu n'aimes pas les philosophes, on le sait. Comme ça, j'aime pas les philosophes. Oui, la dernière fois, tu as dit que tu te méfies énormément de la philosophie. J'aime trop, mais bon, c'est pas grave. Un mauvais procès. Donc, sur la question. J'aime trop la philosophie. Peut-être sur la question. Je voudrais introduire une autre question. Avant de donner la parole. Mais juste parce que il semble que dans ce qu'on peut appeler tes exclusives que tu fais à l'égard de la critique, de certains points de la critique deleuzienne, tu exclus la signification de peindre les forces, qui était incontestablement un point central, sinon le seul, si ou non le point central, dans son livre sur Bacon. C'est le chapitre 8 qui s'appelle « Peindre les forces », page 40, c'est page 39 de l'édition originale. Alors, et il dit justement qu'un des points fondamentaux de la peinture, c'est de peindre ces forces invisibles. Est-ce que c'est... Je vous renvoie au texte parce qu'il est très intéressant, mais on n'a pas ici le loisir de l'analyser, mais peut-être est-ce moins littéraire que tu ne penses, c'est-à-dire ça appartient aussi, cette idée appartient très bien au texte littéraire. Chez Van Gogh, tu le trouves en permanence, cette intention de perdre les forces. Chez Glaise, par exemple, aussi, qui a dit le problème, je crois que c'est Glaise, si je ne me trompe, ou peut-être un autre, qui a écrit que le problème de la peinture contemporaine, c'était de peindre ce qu'il appelle la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est précisément quelque chose qui n'appartient pas du tout à la surface plane, ni à la surface cubique, puisque c'est quelque chose qui est justement sinon la force, du moins le temps. La quatrième dimension, c'est précisément ce qui échappe, ce qui fait partie de ce complexe espace-temps que et également dans un domaine qui est un peu extrapictural, des artistes comme Marinetti en Italie ont exprimé aussi comment peindre la vitesse. Et cette idée de peindre à la vitesse est très constante dans l'intention explicite des peintres contemporains. On ne peut pas exclure cette idée-là. La vitesse n'est pas une force, mais c'est précisément quelque chose qui n'appartient pas à... Elle est visible d'une certaine manière, mais elle n'appartient pas à la représentation générale de l'art classique, puisque le mouvement est toujours arrêté. Vous voyez la célèbre analyse dans un domaine qui est très très proche de Freud sur Michel-Ange, sur la statue de Moïse, et dans le mouvement arrêté, et son idée très intéressante que c'est un mouvement arrêté, justement, c'est la fin d'un mouvement, donc le moment où il peut entrer dans l'art plastique. Mais le mouvement lui-même ne peut pas entrer. Mais toutes les préoccupations des expressionnistes, de l'école de Kirchner ou autres, ou enfin d'autres, Kandinsky aussi,
du Blauer Alter, ça a été, entre autres, et aussi d'ailleurs les publics, de peindre justement le mouvement, de peindre la vitesse, de peindre le temps, justement, qui n'est pas visible, de le peindre, il commence par dire de peindre la pesanteur, par exemple, puisque justement il prend un exemple chez Millet, et la façon dont on sent la pesanteur dans la manière dont les paysans portent les pommes de terre, chez Van Gogh aussi, et le mouvement des cyprès, le vent totalement invisible et totalement visible dans les cyprès de Van Gogh, ou dans ses corbeaux noirs, ou dans ses blés, et Artaud, qui a remarquablement exprimé et traduit littérairement, cette fois, dans son texte sur suicider la société. Donc, exclure cette possibilité de la peinture, à mon avis, est un peu paradoxal. Voilà tout au moins la question que je te posais. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à rejeter de la peinture son intention, peut-être outrée, mais qui n'est pas du tout métaphorique, de faire entrer dans son, puisque je reprends ton terme, dans son plastyle, dans son élément proprement pictural, ce qui ne lui appartient pas, comme temps, vitesse, mouvement, etc.